d'abord, commençons par la situation à Mayotte. François Bayrou est au défi de la crise mahoraise. Le Premier ministre se rendra sur place dimanche. Pas d'eau, plus de toit, peu d'électricité. Les habitants sont toujours aussi démunis. 13 jours après le cyclone qui, rappelons-le, pour l'instant, le bilan provisoire fait état de 39 morts et de 4000 blessés. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour. Grand reporter Europe 1, vous revenez tout juste. Vous êtes arrivé ce matin de Mayotte. Vous avez passé 10 jours sur place, 10 jours auprès de cette communauté française qui a été frappée de plein fouet par le cyclone Chido. Tout d'abord, quelle est l'image, quel est le souvenir le plus marquant que vous garderez de ces 10 jours ? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est mon arrivée, parce qu'évidemment, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est la première fois que je vais sur une zone qui a été dévastée par un cyclone, et j'étais déjà allé à Mayotte pour d'autres missions de reportage. Et ce qui m'a plus marqué, c'est l'arrivée, c'est de voir déjà l'ampleur de la destruction. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur Petite Terre, c'est une des 2 îles de l'archipel mahorais, et c'est simple, il y avait plus aucune habitation qui tenait debout. En tout cas pour les habitations, les cases, en fait, les bangas dans les bidonvilles, ils sont nombreux à Mayotte, et tout a été soufflé. Et une image aussi que je garde qui est très forte, c'est qu'il n'y avait plus aucun arbre avec des feuilles. En fait, Mayotte, c'est une île, un archipel qui est très vert d'habitude, et là tout a tout simplement été soufflé par le cyclone. À quoi ressemble le quotidien des sinistrés ? Alors ça s'est un peu amélioré sur toute la période que j'ai passée là-bas, 10 jours. Au début, tout était très 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 compliqué. Ça l'est encore, mais il y a de l'amélioration. Le quotidien, c'est que on manque d'eau, on manque de nourriture, on manque d'accès aux soins. J'ai rencontré des habitants qui ont tout perdu, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de maison. Certains peuvent aller se réfugier chez de la famille. Vous d'ailleurs, vous me dites que tout a été soufflé. Où est-ce que vous avez pu être hébergé pendant ces 10 jours ? Moi, j'ai été hébergé avec d'autres journalistes dans les locaux de Mayotte La Première, qui est le média local principal à Mayotte. Ils nous ont hébergés, mais une partie du bâtiment a été soufflée. Donc, c'était des conditions un peu difficiles. Évidemment, moi, je suis là que de passage, donc c'est toujours plus simple pour les habitants. Je vous le disais, c'est un peu une guerre de tous les jours pour trouver de l'eau, parce que c'est la principale ressource. Avant même le cyclone, il manquait d'eau à Mayotte. Et là, il a fallu quasiment 9 jours avant que l'eau courante, soit rétablie. Cette eau, elle est encore une fois pas vraiment potable. On peut la boire, des habitants la boivent, mais pour avoir accès à de l'eau potable, c'est encore plus compliqué. Sur la question de l'eau aussi, il y a toute cette problématique du coup d'habitants qui sont obligés de boire même l'eau des rivières. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. J'ai vu des enfants malades parce que justement ils boivent cette eau qui est impropre à la consommation. J'étais dans un hôpital où j'ai rencontré une maman qui est venue avec son fils qui avait le ventre gonflé. Il se tordait de douleur parce que justement il avait bu de l'eau souillée. Et ça, de nombreux habitants étaient, en tout cas dans les bidonvilles, étaient contraints de faire ça. Après, pour ceux qui ont plus de chance, on peut acheter de l'eau potable, mais là, c'est la file d'attente devant les magasins. Puis c'est un peu au petit bonheur la chance, parce que certains jours on y va, il n'y a pas d'eau dans les magasins, et c'est au fil des livraisons. Donc parfois il faut attendre, et puis on arrive pour acheter de l'eau, il n'y en a pas. La nourriture aussi, et en fait, l'aide humanitaire s'est mise en place, mais beaucoup d'habitants m'ont dit que ça a mis beaucoup de temps. Moi-même, j'ai pu le constater. C'est-à-dire que dans les premiers jours, beaucoup de gens à qui je parlais me disaient « mais où est l'aide ?» En fait, on nous parle de l'aide dans les médias, on parle de nourriture qui arrive, d'eau potable, mais nous, on la voit pas, cette aide-là, au quotidien. Et je pense que du coup, ça a nourri chez beaucoup de Mahorais et de Comoriens, parce qu'il y a beaucoup de Comoriens à Mayotte, un sentiment un peu d'abandon, d'être un peu mis de côté par l'État. On va justement écouter le préfet de Mayotte qui ne cesse de répéter que la France déploie tous les moyens pour faire parvenir cette aide, acheminer cette aide, reconstruire l'archipel. Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieville, était avec nous ce matin sur Europe 1. Il nous donnait un état des lieux de la situation. C'est un quotidien qui est extrêmement difficile. Nous avons encore des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes d'alimentation en eau, nous avons des problèmes d'acheminement de denrées alimentaires. 90% de l'infrastructure publique et privée a été touchée, parfois détruite. Nous avons 2 hôpitaux qui sont opérationnels. Je me suis efforcé dès les premières heures après le cyclone d'aller au contact de l'hôpital pour voir son état de marche.
J'ai demandé à la sécurité civile de poser des bâches sur les toits pour renforcer la capacité opérationnelle de l'hôpital. Puis deuxièmement, c'est arrivé depuis maintenant 2 jours de l'hôpital de campagne qui a été installé à Cavani, qui a permis de prendre en charge pratiquement 200 personnes par jour, nous permet d'avoir une offre de soins, certes en mode dégradé, mais qui permet de répondre aux besoins de la population. Wilfried de Villers, vous nous le disiez, 9 jours avant de voir arriver les premières aides. À l'instant, le préfet de Mayotte, qui était ce matin sur Europe 1, nous disait qu'il avait demandé à ce qu'on mette des bâches sur le toit d'un hôpital. J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur cette image-là. Ça veut dire qu'on est 13 jours après le passage d'un cyclone en France, puissance mondiale. On en est encore à mettre des bâches sur les toits d'un immeuble 13 jours après. Pourquoi est-ce que la reconstruction met autant de temps, selon vous ? Alors, il y a plusieurs raisons. La reconstruction, de manière générale, elle va prendre du temps parce qu'on entendait le préfet en parler. 90% des infrastructures sont détruites. Et en fait, en termes de logistique, c'est compliqué d'amener du matériel à Mayotte en grande quantité parce qu'il y a un pont aérien qui est mis en place depuis La Réunion. Mais c'est-à-dire que si on achemine du matériel de métropole, il faut aller à La Réunion. Ensuite, il faut passer ce matériel par avion ou par bateau. Mais si on parle du pont aérien, par avion jusqu'à Petite-Terre, qui est une des 2 îles de l'archipel, c'est là où il y a l'aéroport. Et ensuite, il y a toute cette contrainte d'amener ce matériel sur Grande Terre, là, l'île la plus grande, là où il y a le plus d'habitants, où il y a plus de dégâts. En fait, ça, c'est pas avec un système de barges. Les barges, il y en a 3 normalement. Il y en a une qui a été fortement endommagée. Donc, en fait, tout ça prend du temps. C'est très compliqué pour la logistique. Et donc, la reconstruction va prendre du temps. Après, pour l'hôpital, en fait, à Mayotte, il y a un hôpital, c'est le centre hospitalier de Mayotte, qui est à Mamoudzou, le chef-lieu de l'archipel. Et en fait, moi j'y suis allé plusieurs fois en reportage. Il y a des services entiers qui ont été ravagés par le cyclone. Et donc là, il fonctionne à 50% de ses capacités. Donc, l'hôpital de campagne, on entendait le préfet en parler, a été mis en place 10 jours après le cyclone. C'est long. 10 jours, mais encore une fois, ça tient aussi à des contraintes logistiques, sauf que cet hôpital, il peut accueillir 200 patients par jour. À Mayotte, il y a 320 000 habitants. Donc, et de nombreux blessés. Donc on se rend bien compte que pour l'instant, c'est très compliqué. L'accès aux soins est très compliqué au point que moi, j'ai rencontré des soignants, souvent des infirmiers, qui ont mis de l'argent, leur propre argent. C'est-à-dire que j'ai rencontré un groupe de 10 amis infirmiers, ils ont mis chacun 100 € et pendant 3 jours, ils ont pu acheter du matériel avec les 1 000 € qu'ils ont récoltés et aller soigner eux-mêmes les habitants des bidonvilles qui sont souvent les plus impactés. C'est dire l'urgence de la catastrophe et le désarroi donc de ces habitants, mais aussi de ces soignants qu'on peut saluer. Wilfried de Villers, vous restez avec nous. On marque une courte pause sur Europe 1, on se retrouve dans un instant. Il est 11h13, Thomas Schnell et vous, ce vendredi 27 décembre et en direct sur Europe 1. Vous réagissez à l'émission, bien sûr, comme chaque jour, au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. À tout de suite. 11h, 13h. Thomas Schnell sur Europe 1. Chez Auchan, on sait que les petits prix ont meilleur goût sur vos produits préférés. Alors cette semaine chez Auchan, profitez de ces petits prix tropicaux à la chair acidulée. Et oui, jusqu'à mardi, l'ananas est à seulement 1,29 € la pièce. Auchan, avec plaisir. 1,29 € l'ananas origine Costa Rica ou Équateur, variété extra sweet catégorie 1. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Liste des hypermarchés ouverts ce dimanche toute la journée sur Auchan.fr. Chez Conforama, on baisse nos prix pour vous offrir de meilleures nuits. Avec moins 50% sur le Bultex Run Full Pack, matelas 140 par 190, sommier, couette et 2 oreillers. Soit 599,99 €. Conforama, jusqu'au 27 janvier, voir conditions sur conforama.fr. Il était une fois une damoiselle attristée cherchant à ramener du soleil dans son quotidien, mais sans brûler ses économies. Soudain, elle eut une idée. Les mandarines à 2,39 € le filet de 1,5 kg chez Aldi. Pas de soleil dans son quartier, mais du soleil en quartier. Eh bien vu, damoiselle. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, 1,60 € le kilo, variété Clément Villa, origine Espagne, offre valable jusqu'au samedi 28 décembre, info sur aldi.fr. 11h, 13h. Thomas Schnell sur Europe 1. Ravi de vous accompagner entre 11h et 13h dans Europe 1 et vous. Et avec notre grand témoin ce matin, Wilfried de Villers, grand reporter pour Europe 1. Il nous revient tout juste de Mayotte. Il a passé 10 jours là-bas pour Europe 1, 10 jours auprès des sinistrés, 10 jours auprès des enfants. Puisqu'on se demande, nous sommes le 27 décembre, dans quelques jours normalement, la rentrée des classes doit avoir lieu. Seulement, comment on fait quand on entend qu'il y a 90% des établissements publics qui ont été détruits? Comment sont les écoles?
Wilfried? Alors, ça dépend des écoles. Moi, je suis allé dans plusieurs écoles. En fait, il y en a nombreuses déjà qui ont été soufflées, détruites, qui sont entièrement détruites ou partiellement détruites. Ça va pour les collèges, les écoles primaires, les lycées. Enfin, ça dépend vraiment des bâtiments. Et en fait, ceux qui sont encore debout, dans la plupart des établissements où je suis allé, en fait, ils ont été transformés en centres d'hébergement. C'est-à-dire que pour de nombreux sinistrés qui n'ont nulle part où aller, ces écoles encore debout les accueillent. J'ai rencontré des directeurs d'école qui mettent en place toute cette organisation pour pouvoir héberger les sinistrés. La rentrée à Mayotte, normalement, c'était prévu le 13 décembre. Là, il y a une grande incertitude parce qu'évidemment, comment on peut faire classe dans des établissements détruits? On s'imagine bien que c'est pas possible. Donc, il y a toute cette question-là. Et ce qui se pose aussi comme question, c'est l'état l'état psychologique, puis l'état aussi des enseignants, parce que il y a beaucoup d'enseignants qui ont aussi tout perdu. Ils n'ont plus de maison, et pour eux, c'est très compliqué de faire cours, de travailler déjà dans des conditions difficiles et puis en ayant aussi tout perdu. Donc il y a beaucoup d'enseignants en fait qui essayent d'être évacués, qui ont été évacués ou qui tentent d'être évacués de Mayotte temporairement. Moi, ceux que j'ai rencontrés m'ont dit c'est temporaire, mais on a besoin de partir pour pouvoir un peu se reconstruire. Faire une pause peut-être, effectivement, mais c'est vrai que ces enseignants sont peut-être des repères aussi dont les enfants auront besoin pour se reconstruire eux-mêmes. Si ces enseignants ne sont pas capables de répondre à toutes les inquiétudes, à toutes les questions, ils en auront besoin. Mais il faut penser aux Français qui sont là-bas. Il y en a certains qui vont passer le bac, il y en a certains qui sont en plein milieu de leur cursus. Et bien là, ça remet tout en question cette année-là. C'est tout le rythme scolaire finalement qui va être perturbé cette année. Pour beaucoup d'élèves, effectivement, c'est ça qui va être compliqué. Moi, j'ai déjà rencontré des adolescents aussi, notamment, qui me disaient mais nous, on a envie de retourner à l'école aussi parce que c'est un peu notre manière notre façon de penser à autre chose. On a envie de retrouver un peu ce rythme. Mais en fait, pour l'instant, c'est la grande incertitude. Je pense qu'il n'y a pas encore à l'heure actuelle de véritable plan. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler de véritable plan pour remettre, la machine de l'éducation nationale en route dans l'archipel. Et face à l'absence de plan, face à l'absence de réponse, parfois, on a vu ces images d'Emmanuel Macron chahuté par les habitants en colère, leur désespoir qui s'est affiché en grand sur les écrans quand le président de la République s'est rendu sur place. Je vous propose qu'on écoute le préfet de Mayotte, qui était l'invité d'Europe 1 matin à 7h aujourd'hui, qui revenait justement sur ce ressentiment. Vous avez eu un événement historique qui a créé dans la population mahoraise plusieurs sentiments. Ces sentiments, c'est d'abord la peur. Vous avez des gens qui ont vécu pendant plusieurs heures un événement d'une extrême violence. Ensuite, vous avez un autre sentiment qui survient juste après, c'est celui de la tristesse. La tristesse de voir un territoire saccagé, la tristesse de voir sa maison éventrée. Et enfin, vous avez effectivement un sentiment qui peut être celui de la colère face à l'événement lui-même, face à la réaction de chacun, face à la peur et la tristesse. Je ne crois pas qu'il faille se poser d'autres questions que celle-là. La colère contre Emmanuel Macron, peut-être de nouvelles images dimanche quand François Bayrou arrivera sur place. Wilfried de Villers, ils vous ont confié ce ressentiment, leur colère, les habitants, vous l'avez ressenti ? Oui, je vous parlais tout à l'heure du sentiment d'abandon. La visite d'Emmanuel Macron a un peu aussi mis l'huile sur le feu, surtout ses propos qu'il a tenus le deuxième jour, je crois, de son séjour. Il disait, entre guillemets, sans la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Ça, c'est ce que le président a dit, et ça a particulièrement choqué les Mahorais, parce qu'en fait, eux, il n'y a pas d'aide humanitaire. En tout cas, ils n'ont pas vu d'aide humanitaire arriver pendant très longtemps, pendant les premiers jours de la catastrophe. Et donc que le président français se permette de dire ça les a particulièrement choqués, d'autant plus que à part entière. Donc pour eux, que le président puisse dire ça, c'est un peu incompréhensible. D'autant que certains voudraient également partir de cet archipel, peut-être désormais, rejoindre la métropole. Alors, pour les Mahorais qui vivent là, qui vivent à Mayotte, j'en ai rencontré certains qui veulent partir, mais il y a quand même ce sentiment de se dire ici c'est chez nous, on veut rester, on veut reconstruire, il faut aller de l'avant, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi cette résilience, c'est-à-dire, mine de rien, la vie, elle continue, c'est-à-dire que les habitants retournent au travail, les habitants reconstruisent leur maison, il faut arriver à réussir à faire tout de front, et après, certains, ceux qui le peuvent, en tout cas, ont envie de partir, c'est pas un départ définitif, mais c'est au moins partir quelques semaines, le temps que la situation s'améliore, le temps qu'il y ait à nouveau de l'eau dans toutes les communes, qu'il y ait de l'électricité, parce qu'on entendait le préfet en parler, ça va prendre beaucoup de temps
à remettre en place le réseau électrique. Je suis allé dans des communes où là, depuis 2 semaines, ils n'ont pas de réseau mobile, pas d'électricité. L'eau arrive un peu au petit bonheur la chance, donc c'est compliqué pour tout le monde. Et en ce qui concerne l'immigration illégale, c'est souvent pour cette raison-là qu'on a parlé de Mayotte ces derniers mois, dernières années. Est-ce que la catastrophe a tari le flux de l'immigration illégale ou au contraire, est-ce que vous avez vu qu'il y avait encore des candidats pour venir rejoindre la France par Mayotte ? Alors ça, pour l'instant, c'est très difficile à estimer parce que depuis la catastrophe, je suis pas en mesure, moi, de vous dire s'il y a eu des arrivées depuis les Comores, parce qu'on sait que les immigrants qui arrivent, et la plus grande communauté d'immigrants illégaux, ce sont des Comoriens. Les Comores, c'est juste à côté de Mayotte. Souvent, les Comoriens, certains en tout cas, viennent par bateau, mais je peux pas vous dire si ça continue ou pas. En tout cas, moi, je l'ai pas constaté personnellement. Merci beaucoup, Wilfried de Villers. Bravo pour votre travail. Au nom de toute la rédaction d'Europe 1, on a été très heureux de diffuser et de mettre à l'honneur vos reportages, au nom des auditeurs d'Europe 1 aussi. Et reposez-vous, vous l'avez bien mérité après ces 10 jours, mais félicitations pour votre travail. Merci beaucoup. C'était un honneur de pouvoir les mettre dans tous nos journaux, à la une de toutes nos éditions, pour raconter cette catastrophe des Mahorais. Merci. Wilfried de Villers, grand reporter Europe 1 de retour de Mayotte dans Europe 1 et vous.